Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette invitation au voyage spécial Canaries. Grande Canaria sera notre première étape sur les pas d'un artiste exceptionnel. Un enfant de Las Palmas qui s'est dit que quand il serait grand, il réussirait à sculpter le vent. Un défi d'autant plus remarquable qu'il le ferait avec du fer. L'œuvre de Martín Chirino sera notre inspiration. Après ce sculpteur d'acier, nous irons sur l'île del Hierro, la plus sauvage de l'archipel. Elle n'a ni rivière ni lac, ce qui a obligé les habitants à faire preuve d'une ingéniosité hors du commun. La plus grande île des Canaries, c'est Tenerife, et c'est pour cuisiner que nous y ferons un saut. Notre recette du jour, des pommes de terre du jardin, des papas bonitas, crémeuses et légèrement sucrées, qu'on accompagnera de maïs, de côtelettes et d'une délicieuse sauce à la coriandre. Enfin, c'est une rencontre inattendue que nous pourrions bien faire au large de Las Palmas. Depuis la plage de Las Canteras, certains ont cru apercevoir le plus célèbre des cachalots, Moby Dick. Il aurait été vu en compagnie de Gregory Peck. Et tout de suite, c'est la devinette. Par quels moyens insolites les habitants de l'île de La Gomera, dans les Canaries toujours, communiquent-ils depuis des siècles? Comme on est souvent séparés par plusieurs kilomètres de montagne sur La Gomera, il existe un moyen infaillible pour se dire des choses. Et ça fait plus de 2000 ans que ça dure. Je vous donne un indice, Micheline Dax. Je vous laisse deviner ce que c'est et la réponse, vous l'aurez à la fin de notre virée dans l'archipel. Si vous avez déjà eu la chance d'aller aux Canaries, vous le savez, là-bas il y a souvent du vent, les alizés ou la calima. Ces vents qui ont soufflé au sculpteur Martín Chirino son inspiration. Les alizés peuvent faire tourner la tête d'un petit garçon, attraper le vent, dompter les tourbillons, figer le souffle de l'air. Ces pensées loufoques sont l'obsession d'un enfant devenu artiste. Entre les mains de Martín Chirino, la plus farouche des matières est devenue fluide et aérienne pour donner forme à l'invisible. Avant lui, personne n'avait pensé à sculpter le vent. C'est totalement insolite que quelqu'un utilise le fer, cette matière si lourde, pour incarner le vent, cet élément si léger. Cette idée ne pouvait qu'être celle d'un insulaire. Martín Chirino, l'un des sculpteurs les plus célèbres de l'avant-garde espagnole de l'après-guerre, est un enfant des Canaries. L'archipel, qu'il quitte définitivement à l'âge de 30 ans, constitue pourtant la matière première de son œuvre. Sous son enclume, l'horizon se plie. L'air devient visible et la modernité fut. La singularité géographique de l'archipel canarien se comprend dans un endroit précis de Grande Canarie. Le port de Las Palmas est une escale atlantique essentielle à la croisée des routes maritimes. Nous sommes dans le chantier naval du port de la Luz de Las Palmas. Ce port a toujours été très important parce qu'ici, on répare énormément de bateaux, mais aussi parce que c'est un lieu stratégique pour le commerce avec l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. C'est l'un des ports les plus importants d'Europe. Né à Las Palmas en 1925, Martín Chirino grandit dans les grouillants chantiers maritimes sur lesquels travaille son père. Entre pétroliers et transatlantiques éventrés, son terrain de jeu sent le sel, la rouille et l'aventure. C'est un monde passionnant, fascinant. On peut imaginer la surprise d'un enfant devant ces énormes vaisseaux. C'est un enfant solitaire avec un caractère indépendant et rêveur. Ici, il se sent heureux parce qu'il découvre une beauté qu'il ne voit nulle part ailleurs. Ça n'a rien à voir avec la vie de tous les jours à la maison. Ces navires géants sortis de l'eau m'apparaissaient comme des grandes baleines.
C'était un spectacle d'une force et d'une couleur extraordinaires. J'aimais cette introspection étrange qui m'enveloppait au milieu de cette grande industrie où la mer était toujours présente. L'Atlantique ouvre à Chirino des perspectives artistiques. C'est sur les quais du Puerto de la Luz qu'il trouve ses premières inspirations. Le port de la Luz est pour Chirino un lieu d'ouverture, une porte ouverte vers le monde extérieur, parce que les bateaux sur lesquels travaille son père vont en Afrique et rapportent notamment des statues comme celle-ci. Martin Chirino va s'en inspirer pour réaliser de façon abstraite et moderne la première série de sculptures de sa vie. Il va créer ce qu'il appelle des reines noires. Il y aura des reines de pierre, de bois et en métal. Ce sont des sculptures magnifiques. Le Puerto de la Luz forge la personnalité artistique de Chirino en profondeur. Autour de lui, les ouvriers et leurs bras imposants tapent, soudent, tranchent. Dans cette ambiance rugueuse, envoûté par le son des enclumes et des marteaux, il fait la rencontre la plus importante de sa vie, celle du fer. Voir Martin Chirino travailler, c'était comme une fabuleuse cérémonie à laquelle j'ai eu la chance d'assister. Il donnait des coups de marteau sur le fer forgé rouge vif et sur l'enclume. Cette idée du travail manuel, du travail rythmique, cadencé, lui vient de son enfance. Pour Martin Chirino, le fer est un défi. C'est une matière dure qui a depuis toujours servi à faire des meubles, à ferrer les chevaux, à fabriquer des clous, des outils pour travailler la terre. Martin Chirino réalise que cette matière, si elle est bien travaillée, s'il arrive à la plier, peut devenir une matière précieuse. Je passais des heures à admirer les hélices. Je ne savais pas encore que je les regardais comme des sculptures, mais j'étais ébahi par cette perfection sortie de la main de l'homme. Il est fasciné par la pureté des profils de bateaux, leur architecture et leur ingénierie. Sans en avoir conscience, tout cela le marque profondément et ressurgira avec force plus tard dans son œuvre. À 30 ans, Chirino rêve de plier le fer à sa volonté pour en faire surgir ses propres formes. Mais pour cela, il doit prendre le large. Trop à l'étroit sur son île, le jeune sculpteur s'embarque pour la péninsule et met le cap vers l'avant-garde. Je partis d'abord à Madrid, ensuite Paris, Londres, la Grèce, New York. J'eus alors la confirmation de deux choses en apparence contradictoires. Que pour moi, le nomadisme ne cessera jamais, et en même temps, que l'imaginaire insulaire sera la racine de mon œuvre. Un imaginaire qui s'ancre dans les paysages de son enfance à Las Canteras, la plage principale de la capitale de l'île. La plage de Las Canteras, pour Chirino, comme pour tous les Canariens, appartient à la mémoire collective. C'est ici que nous avons tous grandi, génération après génération, en jouant quasi nus au bord de la mer. Cette plage est un emblème. Et pour Martin, cela a été déterminant non seulement dans sa trajectoire personnelle, mais aussi pour son devenir artistique. C'est le poumon de son œuvre. Le vent est très important ici aux Canaries, car nous sommes constamment exposés aux tempêtes, au souffle de l'air. Martin Chirino disait que les îles étaient comme des porte-avions, car elles sont exposées à l'air et au vent. Je voyais comment le sable soulevé par le vent montait en forme de spirale, et ces spirales dorées s'avançaient vers moi. Ces souvenirs, je les ai gardés au fond de moi, pour la vie. En 1958, Chirino donne corps au vent pour la première fois. Cette forme le rend célèbre et hante désormais son œuvre. En la déclinant, il cherche à aller toujours plus loin dans la conquête de la lévitation. Aerovoros est un terme merveilleux et très significatif.
Cela veut dire mangeur d'air. Avec eux, Chirino commence à aller vers une très grande légèreté. Il part toujours de la spirale, du vent, mais c'est comme si elle étirait ses bras. Avec les aérovoros, il cherche à atteindre le minimalisme, à réaliser le maximum de concepts avec un minimum de matière. Parce que ces aérovoros ressemblent vraiment à des volatiles. On dirait des animaux qui volent. Poétiques, ces sculptures sont aussi des manifestes. À la fin du franquisme, les Canaries cherchent à se distinguer de l'Espagne. En 1976, Chirino s'engage ouvertement pour la reconnaissance de l'identité canarienne et se revendique de la culture préhispanique. Au sud-est de l'île de la Grande Canarie, au milieu du ravin de Balos, la colline des inscriptions porte les traces de cette population d'origine berbère qui disparut avec la colonisation espagnole au XVe siècle. On pense qu'il s'agissait d'un lieu de rassemblement, qu'à certaines périodes de l'année, lors de célébrations, différentes tribus des alentours convergeaient ici. Ils se rassemblaient pour discuter, échanger des idées, mais probablement aussi pour réaliser des rituels dont subsistent seulement ces gravures rupestres dans la roche. Ici, il y a une figure humaine. La tête, le corps et les membres. Ces représentations humaines, animales et un mystérieux alphabet indéchiffrable attirent Chirino et ses amis artistes dans les années 1970. Je pense que c'était un moment très important pour lui. Ce lieu les mettait en communication directe avec leurs ancêtres et la façon qu'ils avaient de se représenter ou de représenter leurs idées à travers des symboles. Chirino et ses amis ne les comprenaient pas, mais ça leur semblait esthétiquement intéressant et chargé de sens. Une inscription en particulier interpelle Martín Chirino. Regardez, c'est une spirale qui est très ouverte et qui commence avec une courbe très large et qui se resserre progressivement. Pour Martín Chirino, la spirale est un symbole, une idée, plus que la représentation fidèle d'une figure géométrique tracée par les anciens Canariens. C'est une idée qui symbolise l'identité, le passé singulier, une histoire qui distingue les Canaries des autres territoires européens et qui définit l'identité de l'art canarien durant toute la seconde moitié du XXe siècle. La spirale a été depuis le début au cœur de ma création artistique. Cette spirale que les aborigènes de ma terre canarienne reproduisaient comme élément magique dans le rituel de l'ascension des sommets les plus hauts de l'île. Là-bas, ils observaient les étoiles et les adoraient. Chirino fait descendre ses ancêtres aborigènes jusqu'au bord de la mer à Las Palmas. Tout en rondeur et en blancheur, Lady Arimaguada est depuis 1996 un repère dans la capitale. Il savait que cette œuvre serait une sculpture emblématique, non seulement par ses dimensions, mais aussi parce qu'elle allait devenir une icône, car il n'y avait pas d'autre sculpture publique au moment où il a reçu cette commande. Et donc il choisit de lui donner un nom en lien avec sa culture. Dans la culture préhispanique, les Arimaguadas sont des sortes de prêtresses, des dames très respectées dans la société aborigène. Leur rôle était de former les maguadas, des adolescentes, qu'elles amenaient vers l'âge adulte. Elles réalisaient des rituels religieux, en descendant au bord de la mer depuis les montagnes, un peu comme les vestales romaines. Je voulais que cette sculpture apparaisse comme si elle avait été arrachée aux vagues. C'est une sculpture blanche, émaillée, géante.
La palette de couleurs du fer est limitée. Il est soit noir, soit oxydé. Mais Martin décide de le peindre en blanc, car il veut le mettre en lien direct avec l'écume de l'océan, de l'Atlantique, qui cogne juste en contrebas. Chirino disait que l'œuvre sortait de ses mains, mais qu'ensuite elle vivait par elle-même. C'était un sculpteur obnubilé par la beauté. Il disait que la finalité de l'œuvre, c'est qu'elle soit belle par elle-même. Pour cela, il cherchait la simplicité. Le protagoniste devait être la matière. Laissez-le faire parler par lui-même. Ce lieu est toujours avec moi, ce qui me donne le souffle et la force pour continuer à travailler cette matière qu'est le fer. Thomas Chauvineau, qui est fan apparemment de Game of Thrones, a vu des dragons aux Canaries. Mais peut-être pas les mêmes que ceux de Daenerys. C'est le clin d'œil. Contrairement à ce que prétend une célèbre série, les dragons ne vivent pas sur l'île de Père Dragon avec leurs moments. Non, les dragons vivent ici, dans les Canaries. L'archipel est d'ailleurs réputé pour être l'un des endroits au monde où ils sont les plus nombreux, les plus grands et les plus vieux aussi. Celui-ci, par exemple, serait le plus âgé de son espèce. Selon les estimations, il aurait entre 800 et 1000 ans. Bien sûr, vous voyez un arbre, mais aux Canaries, on voit là un animal cracheur de feu. Il s'appelle d'ailleurs l'arbre du dragon. Pour les Guanches, qui vivaient là avant que les Français d'abord, puis les Espagnols ne les chassent à partir du XIVe siècle, l'existence des dragons ne fait aucun doute. Ils se cachent dans les volcans. Et sur l'archipel, les volcans sont nombreux, ils ont même laissé des traces. Selon la légende, à sa mort, le dragon se transforme en arbre. Un arbre vivant, la preuve. Quand on l'entaille, la sève qui coule est couleur sang. Un végétal bien curieux que cet arbre du dragon. Il n'a pas un tronc, mais un stipe. Le stipe n'est pas en bois, il est constitué de feuilles emboîtées les unes dans les autres qui finissent par former une tige très robuste, exactement comme pour les bananiers, les palmiers ou les yuccas. Ce vieux dragon, situé dans le nord de l'île de Tenerife, à Icod de los Vinos, et qui aurait donc entre 800 et 1000 ans, a été déclaré monument national en 1917. Ses dimensions sont impressionnantes, 20 mètres de haut pour plus de 10 mètres de large. Compte tenu de son grand âge, son tronc s'est creusé, et pour éviter qu'il ne soit infesté de champignons, un ventilateur tourne désormais en permanence à l'intérieur. C'est peut-être là le secret du souffle du dragon. Tenerife, on y retournera tout à l'heure pour cuisiner, mais pour l'instant, c'est l'île d'El Hierro qu'on va accoster. Et là, ce ne sont pas des arbres du dragon sous lesquels on va pouvoir se poser, mais des arbres qui permettent de récupérer la bruine. C'est l'une des nombreuses astuces de l'homme pour survivre quand l'eau douce fait cruellement défaut, vous allez voir. 2h30 de ferry, plus ou moins, et nous voilà à l'approche de Tenerife. On a rendez-vous dans la finca de Luis. Il est directeur de banque, et son truc, ce sont les patates. Il adore les patates, comme la plupart des habitants des Canaries, puisque c'est ici que les conquistadors ont commencé à en importer depuis les Andes. Dans l'archipel, on appelle ça des papas, et vous allez voir ce que Luis va préparer avec. Allez, dernière étape du jour, c'est l'histoire inattendue qui se déroule à Las Palmas. Si vous êtes amoureux des baleines et des dauphins, réjouissez-vous, les cétacés aiment se prélasser dans le coin et certains d'entre eux donnent parfois du fil à retordre aux équipes de cinéma. Las Palmas, la capitale de la Grande Canarie, est une ville coloniale dont les charmes ne se limitent pas au trésor de son centre historique. Face aux flots de l'Atlantique, la plage de Las Canteras est un cocon protégé par celle que l'on appelle la barra, une barrière de roches volcaniques qui fait le bonheur des nageurs. Douceur printanière tout au long de l'année pour les retraités du Nord, vague alléchante pour les sportifs, moment d'évasion pour les habitants de Las Palmas, Las Canteras est un havre de détente, autant que le point de ralliement des pêcheurs de la ville. Incontournable plage de Las Canteras, où surgit un monstre marin gigantesque dont l'aventure va marquer les esprits canariens en 1954. Luis Roca Arancibia nous raconte cet événement.
À cette époque-là, les effets spéciaux n'étaient pas encore aussi développés. Il devait donc construire les choses comme on les voyait en vrai. Il fallait donc construire une baleine grandeur nature. En ces temps, il existait une force, un élan, une dimension épique qui n'existe plus dans le cinéma d'aujourd'hui. John Huston s'est lancé dans l'adaptation de Moby Dick, le roman de Melville. Mais au Pays de Galles, où il tourne son film, 2 maquettes de baleines en taille réelle sont détruites par une tempête. Pour Huston, Moby Dick est un film maudit. Il commence à émettre les soupçons les plus fous. John Huston disait que cet hiver-là était le pire de l'histoire des îles britanniques. Il pensait qu'il y avait des gens qui conspiraient contre son film, jusqu'à ce qu'il se rende compte que ce n'était pas son équipe, mais bien Dieu qui conspirait. Comme ce film était un grand blasphème, Dieu faisait tout son possible pour l'empêcher de voir le jour. La fureur vengeresse du capitaine Ahab, qui s'acharne contre le cachalot blanc, est en réalité une révolte contre Dieu. Une impiété que Huston tente de filmer avec la rage qui le caractérise. Mais le combat est mal engagé. Les séquences les plus complexes ne sont pas encore en boîte, alors que les comptes de la production sont au plus mal. Le tournage avait duré 10 mois et avait coûté 8 millions de dollars, soit 70 millions actuels. Huston devait sortir gagnant de cette aventure, et notamment de cette séquence fondamentale à laquelle il ne pouvait pas renoncer, parce que c'était le climax du film. Le seul moment où le capitaine Ahab affronte directement Moby Dick. Les Canaries, avec leur climat doux, sont la dernière chance pour Moby Dick. En 1954, l'équipe technique débarque avec une maquette du cachalot de 1,35 m dans les ateliers de construction navale de Las Palmas. Pour cette scène finale, Huston veut un cachalot de 65 mètres de long. Il faut tenir les délais. Ils ont 1 mois pour fabriquer cette réplique. Tous les menuisiers britanniques qui venaient étaient aussitôt renvoyés en Angleterre, car ils ont réalisé que ceux d'ici étaient tout à fait aptes à faire ce travail, qui a été très important. Ils s'en souviennent encore aujourd'hui. Juan Socorro est l'un d'entre eux. Il avait 25 ans à l'époque. Ce fut sans aucun doute une expérience unique. Tous les menuisiers ont travaillé jour et nuit, parce qu'on était très en retard. Ça, c'était une chaloupe. On a posé des armatures en bois pour lui donner la forme de la baleine, ainsi qu'une toile métallique, et ensuite, ils ont rajouté une gomme par-dessus qu'ils avaient amenée d'Angleterre. Cette embarcation rocambolesque est un cachalot plus vrai que nature. Moby Dick est prêt à prendre la mer, et pendant ce temps, sur Las Palmas, souffle une brise hollywoodienne. Les stars américaines, Gregory Peck en tête, font le bonheur des soirées mondaines et des badauds des quartiers populaires de pêcheurs. Au large de la plage du Confital, en face de Las Canteras, l'épopée du tournage continue. Gregory Peck en première ligne. Il devait faire un monologue sur la baleine et la harponner en même temps. Il n'y avait que Gregory Peck en personne qui pouvait le faire. La séquence était dangereuse, car il devait garder la tête sous l'eau. Un opérateur positionnait la baleine et mettait sa tête au-dessus et en dessous de l'eau. Gregory Peck, lui-même, raconte que John Huston voulait voir s'il allait mourir. Et il en aurait été tout content, car cela aurait rendu le film encore meilleur. Gregory Peck survit, mais la vie de son acolyte, le cachalot blanc, ne tient plus qu'à un fil. Le câble qui reliait la baleine au remorqueur s'était défait, et la baleine était à la dérive. Huston a ouvert une trappe qui donnait à l'intérieur de la baleine, et, une bouteille de whisky à la main, il s'est engouffré dedans en disant que si on ne la sauvait pas, il allait mourir avec elle. Le salut viendra d'un assistant champion de natation. Au péril de sa vie, il arrivera à rattacher le câble au remorqueur et à sauver le Moby Dick de Huston. Le monstre sacré du cinéma aura ainsi gagné son pari contre les dieux. Retour à La Gomera avant de nous séparer. Au début de l'émission, je vous demandais quelle langue insolite les habitants de cette petite île pratiquaient depuis des millénaires. Eh bien, ils se sifflent entre eux.
Ce langage, c'est le silbo. Si vous entendez par exemple ce sifflement, ça veut dire bonjour. À l'origine, ce sont les bergers qui utilisaient cette langue bien à part pour pouvoir communiquer d'un rocher à l'autre. Aujourd'hui, plus de 15 000 Gomériens continueraient à se parler grâce au silbo, qui est même enseigné à l'école. En tout cas, moi j'ai appris ça en silbo. On dira que ça veut dire à bientôt.